On va compter les femmes pour que les femmes comptent. Faut pas juste le souhaiter, ça marche pas. Faut le décider et il faut agir en fonction de ça. Il y a besoin de quotas parce que quand il n'y en a pas, ça change pas. Bonjour à toutes et à tous, nous enregistrons aujourd'hui le 3e épisode d'Inclusion in Data pour DataGen et on reçoit Sébastien Garcin qui a fondé l'entreprise Wiser. Je vais le laisser peut-être se présenter et présenter son entreprise. Donc merci, je m'appelle Sébastien. Effectivement, j'ai monté Wiser il y a un peu plus de 4 ans et demi. Après une longue carrière en agence de pub, cabinet de conseil, je suis passé par McDo, par L'Oréal. Et j'ai monté Wiser. Wiser, c'est un SaaS B2B qui automatise des tâches de mise en qualité de données, essentiellement pour le retail. Donc, on automatise des tâches qui sont faites à la main, généralement, par les équipes catalogue produits, les équipes merchandising, et beaucoup d'IA, beaucoup de Natural Language Processing et de Machine Learning. Merci beaucoup Sébastien. Et peut-être pour faire le lien justement avec le sujet de l'épisode, donc l'inclusion, comment tu t'es engagé dans l'ensemble de ton parcours et puis ensuite chez Wiser? Alors, il y a déjà une démarche personnelle qui remonte à 10 ans tout rond, en fait, qui remonte aux manifestations du mariage pour tous, où à ce moment-là, j'ai revu les images de la télé à l'époque, il y a eu une violence homophobe hallucinante qui s'est répandue dans les médias. Ça m'a mis en colère, en fait. Ça m'a mis en colère parce que l'homophobie, je savais que ça existait, mais n'étant pas homosexuel moi-même, je l'avais jamais vu, vécu, subi. Et puis là, soudain, on la voyait partout et ça m'a poussé à m'engager. J'ai commencé aussi à aller chercher des contenus sur ce sujet-là. Et c'est ma femme qui a commencé à me partager des contenus elle voyait sur un groupe féministe qui était à l'époque la partie web du magazine Cosette. Et c'était un groupe féministe intersectionnel sur Facebook. C'était essentiellement des femmes assez érudites, voire très érudites, sur les sujets du féminisme, mais avec une approche intersectionnelle, c'est-à-dire en approchant tous les enjeux de discrimination, aussi bien la race, l'âge, le handicap, le genre, l'identité de genre, etc. J'ai découvert tout ce sujet, je trouvais ça assez passionnant, et en même temps, ça a été la prise de conscience que j'étais moi-même à l'intersectionnalité de toutes ces discriminations, étant un homme blanc, cis, hétéro, bourgeois et éduqué, occidental. Assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une responsabilité dans la situation dans laquelle on était. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait aucun homme dans ces conversations, où on parlait beaucoup des hommes et de leur impunité. Je me suis dit, en fait, il faut inviter des hommes à cette conversation. Et puis pourquoi ils viennent pas ? Parce que c'est pas évident, parce que les féministes sont pas là pour être accueillantes. Et d'ailleurs, elles sont pas accueillantes et c'est normal. Mais du coup, il y a des barrières à franchir. Et j'ai commencé finalement à me dire qu'il fallait faire de la vulgarisation. Et ça m'a conduit à écrire un livre, Le sommet de la pyramide. Et puis, ça fait il y a longtemps, il date un peu maintenant. J'en ai un deuxième en tête. J'ai pris la parole sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à être interviewé ici ou là. J'ai monté une grosse communauté Facebook qui a bien marché jusqu'à ce que je l'abandonne en 2020 parce que j'arrivais plus à modérer. C'était trop compliqué, trop agressif, trop violent. Je me suis un peu réorienté sur LinkedIn où j'avais un public plus de pairs, de gens qui me ressemblaient, mais c'était beaucoup moins structuré. Et puis, depuis 6 mois, j'ai créé une newsletter qui s'appelle Héraclès, qui explique aux hommes des trucs et astuces pour devenir des alliés des femmes dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Passionnant, mais moi je suis super contente de te recevoir aujourd'hui et de montrer aussi qu'on peut être féministe et inclure les hommes. Et c'est l'objectif justement de ce podcast. Alors merci beaucoup. Lorsqu'on a échangé la première fois, tu nous as parlé d'une source et d'une intervention aussi que tu avais vue, notamment une conférence avec Sista. Est-ce que peut-être tu peux en dire un petit peu plus, présenter 2-3 chiffres qui t'ont marqué? Alors Sista, c'est un collectif fondé par Tatiana Jama et Céline Lazorte, où en fait ce sont 2 femmes entrepreneuses à succès, enfin vraiment qui ont monté des très belles boîtes, et qui à un moment donné se sont retournées et se sont dit en fait on est un peu seuls. On est un peu seuls, on est dans des groupes d'entrepreneurs, dans des clubs, et puis il n'y a pas beaucoup de femmes. Elles se sont dit, un mantra, en fait les femmes n'existent pas dans cet écosystème, qui est pourtant un écosystème extrêmement dynamique, extrêmement innovant, extrêmement moderne, qui donne beaucoup d'opportunités à beaucoup de gens. Et pourquoi il n'y a pas de femmes là-dedans ? Donc elles se sont dit, les femmes comptent pas, on va les compter. On va compter les femmes pour que les femmes comptent. Et depuis plusieurs années, elles calculent combien les entreprises fondées par des femmes lèvent
de fonds sur le marché du capital risque et elle les compare aux entreprises fondées par des hommes et aux entreprises fondées par des équipes mixtes. J'ai pas en tête les nouveaux chiffres parce que l'étude est ressortie il y a un mois, mais ça s'est quasiment pas amélioré. En gros, on n'est pas loin de 90% des fonds levés en France sont levés par des entreprises dont les fondateurs sont des hommes et dont les équipes fondatrices sont 100% masculines. Ça fait quand même pas beaucoup. Et les derniers chiffres qui ont été publiés, là ça date de juin, montrent que ça s'améliore très très lentement, de façon désespérante, et qu'en plus, c'est valable dans toute l'Europe. En France, on n'est pas les pires élèves, on n'est pas les meilleurs, ça dépend des sujets, etc. Il n'y a pas de bons acteurs qui se dégagent. On peut même pas dire que l'Europe du Nord soit bien meilleure que les autres, alors qu'ils sont souvent en avance sur ces sujets-là. C'est pas désespérant parce qu'il y a beaucoup de marge de progrès, mais c'est un peu déprimant de voir que ça évolue si lentement et que c'est tout un écosystème qui favorise les mecs blancs. Parce que bon, l'étude regarde le genre, mais il y a aussi des discriminations liées à la race. Et c'est beaucoup des mecs blancs qui montent des boîtes et qui arrivent à lever de l'argent pour développer leurs projets. Puis en lisant l'étude, moi, ce qui m'a un peu frappée aussi, c'est qu'au-delà de la fondation, entre guillemets, de la boîte, est-ce que les fondateurs sont en parité ou pas, etc., il y a une distinction qui est faite aussi sur, pas le thème, mais le sujet sur lequel la boîte va être montée. En disant que, typiquement, il va y avoir plus de femmes sur des sujets de santé, des sujets sur la mode, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vachement frappée, parce qu'en fait, même lorsqu'on essaye de faire des choses non genrées, entre guillemets, et qu'on essaye d'aller de l'avant, en plus, je trouve qu'en ce moment, on parle beaucoup de diversité, d'inclusion, etc. Il y a quand même des sujets qui restent hyper marqués, quoi. Et c'est d'autant plus marqué que ça va dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire que les mecs montent des boîtes dans tous les sujets. On retrouve des mecs qui montent des boîtes aussi bien dans la petite enfance que dans la santé, que dans l'impact, que dans la data, la tech. Ça, un mec a de la légitimité. Enfin, des équipes fondatrices d'hommes trouvent de la légitimité sur tous les sujets et sans doute qu'ils l'ont, il n'y a aucun sujet. En revanche, clairement, les femmes, elles sont cantonnées à certains sujets. Je pense que ce que ça démontre, c'est il y a à la fois un tropisme social qui pousse les femmes à s'intéresser à des sujets, je mets d'énormes guillemets, dits féminins, en gros, le care, l'impact, la petite enfance, la mode, la cosmétique, etc. C'est des clichés, mais les clichés participent à expliquer la réalité. Mais je pense aussi que l'écosystème ne fait pas confiance à des femmes pour monter une boîte de machine learning pour optimiser des processus industriels, par exemple. Ou alors, c'est une barrière supplémentaire, c'est des biais qui apportent une barrière supplémentaire qui explique qu'il y ait si peu de femmes à la tête de ce genre de boîte aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de boîtes qui se montent avec l'intégration de l'IA dans des secteurs qui peuvent être un peu... on va dire, marqueurs de stéréotypes. Typiquement, il y a pas mal de boîtes avec de l'IA pour la santé, de l'IA pour la beauté, etc. Ce serait intéressant de regarder au regard de ça, est-ce que les fondateurs sont mixtes ? Parce que j'imagine bien qu'il y en a très peu qui doivent être juste des femmes. Ou est-ce que, en fait, à partir du moment où on met le mot IA, data, est-ce que ça reste très, très masculin ? Et pour le raccrocher un petit peu aussi à ton histoire dans ton entreprise, lorsque tu l'as fondée, comment tu as fait pour intégrer ces enjeux, peut-être dès le début, peut-être un petit peu plus tard ? Nous, on a un péché originel chez Wiser, c'est que les deux fondateurs sont deux mecs blancs, aujourd'hui de 50 ans et un peu plus. On est un cliché, quoi. En plus, à l'époque, on était 3 fondateurs, tous aussi clichés. Et il s'est passé une chose, en fait, je suis tombé sur un article où j'ai vu que le taux de harcèlement sexuel dans une entreprise, il explose à partir du moment où il y a plus de 70% d'hommes dans une entreprise. Et puis j'ai regardé ma boîte, on était 5 à l'époque, c'était 5 mecs, dont 2 fondateurs blancs. Et je me suis dit, mais si je veux être cohérent avec mon engagement, là j'ai un sujet, là. Avec mon associé, on s'est dit, on va pas tomber dans le piège, on va faire une boîte à parité. Ça a été un objectif clé à partir de ce moment-là. Et comment on fait pour faire une boîte à parité, surtout qu'on est déjà une équipe de 5 mecs, et on se donne non seulement on se donne des objectifs, mais on s'oblige. Alors ça a un nom, ça s'appelle la discrimination intentionnelle. C'est-à-dire qu'on dit que le prochain recrutement sur ce poste-là, ce sera une femme ou rien. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est quoi la différence entre la discrimination positive et la discrimination intentionnelle ? La discrimination positive, c'est je reçois 2 CV, un CV d'homme, un CV de femme, et je dis, non, je vais privilégier les femmes. La discrimination intentionnelle, c'est je cherche même pas d'hommes. Donc, et les CV d'hommes, j'en veux pas. Et je vais rédiger mes annonces au féminin.
Et si je briefe un chasseur de tête, je vais dire sur ce poste-là, je veux une femme. Et ça a marché. Ça a deux effets. Alors ça complique un peu la vie, parce qu'on est surtout dans des domaines où il y a souvent moins de femmes. Les femmes sont moins sensibles aux approches directes, en plus, donc elles sont plus difficiles à chasser. Il y a plein de raisons, je pense, d'éducation, sociologique et tout, qui l'expliquent. Je le constate, j'ai pas de chiffres, mais je l'ai constaté. En revanche, comme c'est plus compliqué, que l'assiette de talent est plus petite, ça force les managers qui recrutent à élargir leur chakra et avoir des critères plus souples et plus larges pour recruter. Et du coup, on recrute des profils, je trouve, plus intéressants. Mais j'ai voulu lutter contre ce système qui fait... En fait, pourquoi ces boîtes, s'il n'y a que des mecs et que des mecs blancs? Je le dis souvent, c'est pas un projet. En fait, ce qui se passe, c'est quand on monte une boîte, c'est très souvent, nous, on est atypique, on est un peu âgé, mais très souvent, ça va être en sortie d'école ou première, deuxième expérience. Pour monter une boîte, il faut avoir de la sécurité financière. Donc, soit il faut avoir gagné de l'argent, en avoir un peu épargné, soit avoir une famille qui est capable d'assurer un minimum de filet de sécurité. Et très souvent, quand on interroge les fondateurs, on se rend compte que pendant quelques années, ils ont vécu dans un appartement, c'était celui de leur grand-mère, ou qu'ils avaient un soutien familial, ou même s'ils n'avaient pas de soutien direct, ils savaient qu'ils pouvaient se planter et que la famille pouvait assumer. Donc déjà, de façon assez générale, il y a quand même beaucoup de personnes issues de l'immigration en première ou deuxième génération, ils n'ont pas ce filet de sécurité familiale. Or, c'est ce dont on a besoin au début quand on monte une boîte. On prend des risques financiers et souvent, soit on va plus gagner d'argent ou beaucoup moins. Déjà, ça filtre énormément. Et ensuite, qui va me faire confiance au début? C'est mes potes, c'est mes proches, c'est des gens très très proches de moi. Et tout le monde sait qu'on a une certaine homogénéité dans nos relations sociales. Donc, c'est qui les premières personnes que je vais aller voir quand je vais avoir... C'est mes copains d'école. Donc, c'est des gens qui ont la même sécurité financière que moi. Donc, a priori, une origine sociale, petite bourgeoisie, avec qui j'ai des relations de confiance et on va pouvoir prendre des risques ensemble. Donc, ce premier noyau, souvent, école d'ingénieur, école de commerce, je démarre avec mes potes, en fait. Et puis, les premières recrues, c'est d'autres potes. Et puis, au bout d'un moment, j'ai 10 barbus et bon courage pour recruter une jeune femme ou même une femme moins jeune dans une équipe avec 10 mecs. Elle n'a pas envie de venir et elle a raison. Elle n'a pas envie de se retrouver dans un boys club parce que les boys clubs, c'est pénible. Donc, c'était cette espèce de boule de neige que j'ai voulu casser dès le début. Ok, vous avez cofondé Entre Hommes et ensuite, il y a eu quand même un moment où vous avez réalisé que vous étiez, entre guillemets, qu'entre hommes d'un milieu social assez équivalent. Enfin, c'est ce que tu disais. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu as pu faire? Donc, discrimination intentionnelle. C'est-à-dire que le recrutement d'après, ça a été Women Only. J'avais un CTO, Arjun, qui venait de nous rejoindre. On a eu besoin de recruter quelqu'un au produit. Donc là, je suis passé par un chasseur et je lui ai dit, tu peux m'envoyer tous les profils que tu veux, je regarderai que les profils féminins. C'est hors de question que, finalement, parce que c'était une équipe, on était 2 early founders et puis on recrutait nos 2 late founders. C'était hors de question qu'il n'y ait pas au moins une femme chez les founders. Et donc, à partir de ce moment-là, on était 4, dont une femme. Et puis, déjà, on le montre, on l'expose. Et je pense que plus facilement, comme on a recruté d'autres femmes également, en stage ou pas. Et là, il y a une mécanique virtueuse qui se met en place. C'est que les candidates voient qu'il y a des femmes. Et aujourd'hui, sur la partie data science, où j'ai eu beaucoup plus de femmes que d'hommes, je pense que c'est que des candidatures spontanées. C'est que des candidatures spontanées de femmes. Et je pense qu'elles se passent le mot, puis elles voient nos tronches sur Welcome to the Jungle, etc. Et je pense que ça les rassure sur notre capacité à proposer un environnement de travail sain, sécure pour tout le monde, et dont les femmes. Donc si tu devais donner en quelque sorte un conseil à des fondateurs, c'est peut-être d'intégrer ces enjeux dès le début, et si ça n'a pas été fait, on peut quand même y remédier, et je pense que ton expérience le montre, en s'en rendant compte, peut-être ça c'est le premier step, et le deuxième c'est en actionnant tout de suite des actions pour que ça fonctionne. Et là, ce que tu as fait, entre guillemets, c'est montrer via un rôle modèle qu'il y a une femme dans le top management, et ça permet ensuite de véhiculer un message pour montrer que la boîte est ouverte à d'autres profils que uniquement, entre guillemets, les profils masculins. Et là, c'est là où ça génère de la candidature, quoi. Exactement. Le conseil, c'est il ne faut pas juste le souhaiter. Ça ne marche pas. Il faut le décider. Et il faut agir en fonction de ça. Il faut que tout le monde soit d'accord. Parce que ça m'a amené parfois à refuser. Donc, j'ai un manager qui me dit « Ouais, j'ai rencontré ce profil, il est vachement bien. » Je fais « Non, on avait décidé de prendre une femme sur ce profil. » Donc, ça, c'est pas facile. Parce que quand on a un bon profil, surtout dans les moments où c'est difficile de recruter, on a du mal à dire non.
Donc, il faut être bien d'accord entre associés parce que c'est pas des décisions toujours faciles. Après, il y a le risque de ce qu'on appelle la tokenisation. Donc, c'est de dire, on crée ces exemples, on force, c'est comme la discrimination positive, on force le truc pour changer les choses, pour changer les perceptions. Donc, ça passe par une étape où on va forcer un peu les choses pour que les rôles modèles se créent, apparaissent, émergent et que quelque part, ce soit les mentalités derrière qui changent. Tu en parles un peu toi-même, sans peut-être prononcer le mot, mais en ce moment, on entend beaucoup parler de ce sujet de femmes quotas. C'est un sujet qu'on a abordé sur l'épisode précédent avec Christelle notamment. C'est marrant d'avoir aussi le point de vue d'un homme fondateur d'une boîte qui utilise la tech, la data, sur cette question-là. Moi, je suis super pour les quotas, en fait. Je pense que si tout va bien, dans quelques années, on n'aura plus besoin de quotas. Mais en attendant, il y a besoin de quotas, parce que quand il n'y en a pas, ça ne change pas. Donc, proposez-moi un autre système qui permet de changer les choses, et je dirais, OK, on arrête les quotas, mais il n'y en a pas. Il se trouve que ça fonctionne. Ah, allons-y, moi, j'assume complètement. Et après, je pense que c'est aussi une question pas de perception, mais parce que il peut y avoir des doutes en se disant « Oh là là, mais en fait, j'ai été choisie parce que je suis une femme, alors je suis une femme quota ». Enfin, si on fait un peu un raccourci sur le chemin de pensée. Or, il n'y a pas de meilleur. Et je pense que la progression, elle se fait entre guillemets de manière naturelle à partir du moment où on a envie d'apprendre, etc., quoi. Oui, c'est ça, la meilleure personne dans l'absolu sur un poste donné, ça veut rien dire. Quelqu'un qui va carburer, qui va bien fonctionner sur un poste, c'est hyper complexe, c'est toute une série de choses, c'est l'environnement, c'est l'opportunité, c'est un moment dans sa vie, c'est un moment dans la vie de la boîte. Ça m'intéresse pas de savoir si j'ai recruté la meilleure personne. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que j'ai recruté la personne qu'il faut au moment où elle avait un projet de vie qui correspondait à ce que je lui propose et où moi, ma boîte a un projet qui correspond à ce que la personne me propose. C'est une rencontre. Mais quel est le conseil que tu pourrais donner du coup à des femmes qui se retrouvent un peu dans cette situation-là, où leur chemin de pensée arrive à la fin à se dire « Ah, bah alors peut-être que j'ai été recrutée parce que je suis une femme ». Est-ce que toi, avec ton point de vue d'homme qui a intégré aussi ces concepts dans ta boîte, tu aurais un grand conseil? J'ai pas tant de conseils que ça à donner aux femmes, sinon de travailler sur leur propre complexe d'imposture. On a vachement éduqué les femmes pour pas se sentir légitimes dans tous les domaines de la vie, même quand il s'agit d'être mère, ou même là, elles se sentent illégitimes parce que c'est la construction c'est l'éducation qu'on donne aux femmes qui nous assure qu'elles se sentent illégitimes partout et donc on va pouvoir les mettre en insécurité partout. Cette notion de quota vient finalement potentialiser ce concept d'imposture. On n'y peut rien. C'est-à-dire que pour moi, là, une entreprise, c'est un objet politique, c'est un objet économique, mais c'est aussi un objet politique. Et quand le fondateur d'une entreprise a décidé de s'en servir pour créer un changement sociétal, même à petite échelle autour de lui, les gens qui l'embarquent, ils les embarquent dans ce projet aussi. Et donc, ça passe par le fait qu'éventuellement, j'ai pu être sélectionné parce que je suis une femme. On l'assume, on en discute, on en rigole et on passe à autre chose. Dans les faits, il y a énormément d'hommes qui sont recrutés parce qu'ils sont des hommes. Parce qu'on est dans un type de biais qui favorise. Globalement, moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens d'embauche. Je trouve de façon générale, les hommes sont très compétents en entretien d'embauche. Ils sont vachement meilleurs en entretien d'embauche pour se vendre, pour s'expliquer, pour mettre en avant leurs qualités, etc. C'est une compétence sociale qu'on a apprise où on est beaucoup plus efficace pour se mettre en avant. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, quand on essaye de recruter sur un poste donné, qu'on compare des profils féminins et des profils masculins, très clairement, les profils féminins, ils partent avec un peu de handicap dû à la socialisation des femmes. Oui, c'est quelque chose qu'on a évoqué justement quand on a échangé la première fois sur le fait qu'il y ait une différence déjà dans le fait même de postuler. Je pense à une offre parfois où nous, j'englobe les femmes en disant ça, mais on peut se mettre un petit peu plus de barrières en disant « Oh, là-dessus, il y a peut-être un bullet point que je cocherai pas, alors je vais peut-être pas postuler ». Là où les hommes peut-être ont moins de mal à le faire. Tu disais tout à l'heure d'ailleurs que vous aviez essayé de rendre plus inclusifs les offres. Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça qui pourraient être utiles? Quand on écrit une offre, on liste les compétences qui sont requises. Et quand une femme a moins de 80% des compétences, elle ne va même pas répondre à l'offre. Alors que les mecs regardent si le job les intéresse et ils disent on va y aller, on verra bien. C'est vachement, c'est un peu cliché de dire les hommes et les femmes, mais ça reste des généralités et pour le coup, ce sujet-là, c'est des études qui ont été faites, on s'en est rendu compte. Donc typiquement, maintenant sur une offre donnée, en ce moment on recrute pas, mais quand on a recruté, on mettait la liste des compétences et on mettait un petit disclaimer en disant
Ça, c'est toutes les compétences idéales qu'on cherche, mais on est tout à fait OK si vous n'avez pas toutes les compétences. Enfin, on mettait des choses comme ça. Et puis, j'ai testé l'annonce rédigée au féminin, sans écriture inclusive, sans essayer l'annonce 100% rédigée au féminin. Il n'y a que des femmes qui répondent. Je pense que sur une annonce, j'ai dû avoir une trentaine de réponses. Ça réclame un effort supplémentaire aux femmes pour se projeter dans le poste qu'on décrit. Donc j'aurais tendance à dire aujourd'hui, quand on veut recruter des femmes, autant annoncer la couleur et annoncer l'écriture et mettre l'annonce au féminin. Et puis quand on n'est pas branché sur le genre, ça vaut le coup de faire 2 annonces en fait. Une annonce au masculin, une annonce au féminin. Les choix, c'était le quota général dans la boîte, mais aussi par équipe. Et aussi la position des femmes dans la hiérarchie. On est une petite boîte, hein. C'est pas comme si on avait un organigramme de dingue. Mais à un moment, on voulait pas qu'il y ait que des mecs en haut de l'organigramme et que des femmes en bas. Donc, on a aussi travaillé là-dessus. Parce que je crois que justement, dans l'étude de Sista, il y a un axe qui est évoqué, qui est le fait qu'il y a plus de femmes juniors dans certaines entreprises. Et donc, est-ce que c'est pas là aussi un peu une première porte d'accès pour les femmes qui ensuite se forment et remontent, ou est-ce que ensuite, tu vois, il peut y avoir un petit plafond de verre, entre guillemets, qui s'auto-crée? Alors, des plafonds de verre, il y en a partout. Il se trouve qu'il y en a beaucoup dans la tech, puisque déjà de base, on recrute moins de femmes dans la tech. Ensuite, elles partent assez vite. C'est 15 Tech, qui est un job board de profil féminin qui a fait cette étude-là. Et pourquoi elles partent si vite ? C'est parce que, il y a des ambiances de travail trop masculines, où c'est assez désagréable de travailler en tant que femme. Donc, c'est tout ce qu'on appelle la broculture, etc. Truc qu'on n'a pas envie que les femmes n'ont pas envie de subir au quotidien. Et ensuite, parce que clairement, elles se sentent discriminées en termes d'évolution de carrière. Donc le plafond de verre, il y en a partout. Après, nous, on a eu une certaine facilité à recruter des profils en data science, des profils féminins, mais c'est par chance en fait. C'est parce qu'on avait besoin de compétences en NLP, en Natural Language Processing. Et il se trouve que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de femmes. Donc, toujours le langage, machin, la communication, tous les clichés. Mais bon, les clichés expliquent la réalité. Hein. Donc voilà, c'est une réalité. Et ensuite, on a eu très vite le passeport French Tech, qui est une très belle invention qui permet d'accélérer fortement les procédures d'immigration sur des profils en tension. Et donc, on a recruté beaucoup en Tunisie, au Maroc. Il se trouve que la Tunisie et le Maroc, ils ont des écoles qui forment beaucoup de data scientists. Et alors, je ne sais pas si c'est à parité exacte, mais il y a énormément de candidates féminines sur le marché qui viennent du Maroc et de Tunisie et avec des super profils. Et c'est ça aujourd'hui les candidatures spontanées qu'on recrute. Donc les juniors qu'on recrute, on les prend en stage 6 mois et après on les recrute. Et ça a été très très féminin ça. En fait, je pense que sans doute que ça doit se savoir qu'on recrute des femmes. À une époque, on avait recruté une PhD, elle était voilée, donc on l'a montré au même titre que tous les autres. Ça envoie un message très clair de dire quoi que tu fasses, ce que tu portes pas, c'est pas un sujet et ça va être cool de bosser chez nous. Donc tout ça, c'est des petits signaux, c'est des signaux faibles, mais qui mis bout à bout, créent de la préférence en fait. Et j'ai beaucoup travaillé sur la marque employeur pour justement arriver à identifier toutes ces choses qu'on mettait. À un moment donné, on a voulu voir quel était notre marqueur, notre différenciateur. Notre différenciateur, c'est que nous, on cherchait à être une safe place to grow. Donc un endroit qui soit safe pour tout le monde et en particulier pour les femmes. Et même des femmes racisées, même des personnes fraîchement immigrées, qui ont des problèmes avec leurs papiers, etc. Même ça, on les aide, on leur file un coup de main, etc. Donc, on a joué le jeu jusqu'au bout. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la distinction femmes-hommes, mais en réalité, l'inclusion et la diversité, c'est beaucoup plus large que ça. Pour le coup, ça n'a pas été intentionnel, mais ça s'est fait tout seul. Donc ça s'est fait tout seul. Arjun, quand on l'a recruté, il est français maintenant, mais il était indien. Yosser, notre CPO, elle est franco-tunisienne. Et puis à partir de ce moment-là, il n'y a même plus besoin d'orienter sa recherche, ça se voit. J'ai beaucoup communiqué sur les visages. Il y a un petit cérémonial quand quelqu'un arrive chez Wiser, on prend un rendez-vous chez une photographe qui a un petit studio près de la gare Saint-Lazare. Et on fait des portraits, et chaque nouvelle personne qui rentre dans la boîte, on publie le portrait. Et très souvent, on fait un petit trombinoscope. Et donc ça, c'est évident, ça se voit tout de suite. Il y a à peu près la moitié des personnes chez Wiser est racisée, en fait. Mais ça, on ne le dit pas parce que donc on ne fait pas de quotas, etc. En revanche, c'est très visuel. Et donc, il suffit de le montrer. Et ça veut dire welcome, en fait.
Non, mais complètement. Mais c'est top que tu puisses nous en parler aussi et que tu oses en parler parce qu'on sait que les tabous sur ces sujets-là, ils sont encore plus forts, je pense. Parce que c'est difficile d'en parler, on peut pas faire de calcul. Qu'est-ce que ça veut dire arabe? Est-ce que c'est quelqu'un qui est né en Tunisie? Est-ce que c'est quelqu'un de première, de deuxième génération? C'est pas la même chose, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile à catégoriser. Puis ça se fait, on n'a pas le droit de le faire en France. Mais du coup, ça s'est fait un peu tout seul et c'est un vrai melting pot, cette boîte. Alors, la Tunisie est très largement surreprésentée. Il y a l'équipe Maroc qui est pas mal, il y a l'équipe Inde aussi, mais aujourd'hui, je crois que c'est l'équipe Tunis qui est en tête. Si on le fait, c'est vraiment par un sentiment de justice sociale que, comme je disais, une entreprise, c'est pas qu'un objet économique, c'est un objet politique et on a voulu que cet objet politique soit aligné avec nos valeurs. Point. C'est la raison pour laquelle on le fait, parce qu'une start-up, c'est un ascenseur social formidable, parce que qu'une start-up marche ou marche pas, tous les gens qui sont à l'intérieur vont grandir très vite, avoir beaucoup d'autonomie, apprendre beaucoup de trucs, et l'idée, c'était que cet ascenseur social, en plus, qui bénéficie de beaucoup d'argent public, parce qu'on est vachement aidé, je voulais que ça serve, quoi, que ça serve, et pas toujours au même, quoi. Donc de base, le projet était un projet politique. Est-ce que derrière, ça fait des meilleures équipes? J'en sais rien. Et vraiment, je sais. Alors, il y a des chiffres qui disent que une équipe mixte est mieux et plus performante qu'une équipe qui l'est pas. Je pense que c'est plutôt une corrélation. C'est-à-dire que je pense qu'une équipe mixte, c'est aussi des gens qui réfléchissent peut-être mieux au bien-être des gens, qui vont peut-être avoir un management un peu plus ouvert, un peu plus à l'écoute. Il y a plus une certaine modernité. Et je pense que c'est plus une corrélation qu'une causalité, en fait. Et tu évoquais juste le point du... Enfin, c'est pas du monitoring, mais le fait de pouvoir calculer justement la parité hommes et femmes, pour revenir sur ce point-là. Comment vous le positionnez, comment vous le faites? Alors, c'est 15 Tech qui propose un index de calcul de la parité. Et du coup, je le prends et puis je l'utilise. Okay. Tout simplement. Et qui permet de calculer, parce que c'est pas juste l'effectif, c'est on regarde par niveau hiérarchique et par équipe. On n'est pas parfait. Parce qu'en fait, il y a trop d'hommes dans le comité exécutif. On est 6 dans le comité exécutif. Il y a 2 femmes et 4 hommes. Ça, c'est difficile à changer, puisqu'une fois que c'est parti, c'est franchement très compliqué. En revanche, l'idée, c'est de se dire qui va prendre la relève après. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Tu as cité pas mal d'associations, voire d'entreprises. Donc, il y a eu Sista, 15 Tech, la French Tech. Est-ce que tu as d'autres... finalement, sources de renseignements ou qui peuvent t'aider à ouvrir? Alors, je travaille mon féminisme. Je lis, j'écoute beaucoup de podcasts. Il y a des gens que je suis. Je travaille mon érudition sur les sujets féministes parce que ça m'intéresse, parce que c'est une vision de la société que je trouve extrêmement intéressante, que généralement, je m'intéresse à un féministe très intersectionnel, donc qui aborde vraiment beaucoup, beaucoup de sujets, et je reste convaincu en mon fort intérieur qu'une société un peu plus féministe, vraiment, tout le monde y gagne. Et après, je regarde, j'écoute, je discute. Forcément, quand on prend la parole sur ce sujet-là, comme il n'y a pas beaucoup de mecs qui le font, on s'attire de l'intérêt d'autres personnes, et du coup, j'ai toute une série, beaucoup de femmes à qui j'échange, je discute, je challenge toute l'approche, parce que c'est une démarche qui est relativement innovante en fait, donc on apprend en marchant. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose d'autre. Un petit point quand même, parce qu'on a pas mal parlé de recrutement, etc. Et ça a été un peu une surprise en fait de découvrir que c'est pas parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour avoir une boîte à parité qu'on n'invite pas le sexisme dans son entreprise. Et en fait, au bout d'un an et demi, j'ai été alerté en interne par plusieurs femmes qui disaient il n'y avait rien de grave, mais c'était des comportements ce qu'on appelle le sexisme ordinaire qui s'étaient invités chez nous. Et ça, c'est un point important, c'est de dire c'est pas parce que vous avez fait l'effort de diversifier votre recrutement et que vous y êtes arrivé que c'est gagné en fait. L'entreprise, elle vit dans un environnement. Il se trouve que notre environnement est patriarcal et sexiste, et donc elle peut pas y échapper. C'est pas une bulle étanche. Ça continue d'être un sujet. Et entre autres, le sexisme ordinaire, c'est un sujet parce que on a toujours cette envie de faire en sorte que notre entreprise soit un endroit où les gens se sentent en sécurité. Et en particulier les femmes, on veut qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se sentent pas qu'on leur coupe pas la parole, qu'on arrête de faire des commentaires systématiques sur leur tenue, qui en fait créent un sentiment d'exclusion, et qui fait qu'il ne faut pas s'étonner si même quand on arrive à recruter des femmes, elles ne restent pas. Donc c'est un travail aussi sur le long terme, et c'est comme ça qu'on a la petite satisfaction d'avoir le sentiment qu'on a changé un petit morceau du monde.
Ouais, je pense que ce que tu veux dire en soi, c'est il faut pas non plus que se fixer sur les KPI liés au recrutement et est-ce on a atteint la parité, oui, non. Il y a aussi toute la vie de l'entreprise et peut-être des processus à mettre en place et là, je pense que c'est même un travail de plus longue haleine parce que comme tu le dis, c'est inscrit dans la société. Je pense que l'idée, là-dessus, c'est de travailler de manière un petit peu plus long terme et potentiellement, est-ce que vous avez mis des processus en place pour aider? Alors, sur 4 ans, c'est difficile, mais j'en suis déjà... En fait, j'ai créé un petit questionnaire où j'interroge les femmes, tout simplement, sur des faits de sexisme ordinaires qu'elles auraient pu soit subir, soit être témoins. Il y en a 5 ou 6, et je leur demande, vous avez vu ça? Jamais. Ou tous les mois, très rarement, ou tous les mois, etc. Donc, c'est la deuxième fois que je fais ce questionnaire. Donc, l'idée, c'est de le faire tous les 6 mois pour prendre la température. Et en fonction de ce qui me remonte, après, je vais voir mes collègues masculins. Je leur dis, bon, les gars, ça et ça, il faudrait peut-être arrêter, quoi. Donc, c'est aussi simple que ça. Ouais, il faut pas laisser forcément... Faut pas laisser traîner. La plupart du temps, j'ai en face de moi des hommes qui sont la plupart du temps plein de bonnes intentions. Il faut juste leur dire, non, tes commentaires sur la tenue de tes collègues, certes, ils sont bienveillants, mais en fait, ça les ramène toujours à leur corps. C'est ce que tout le monde fait, donc en fait, le fais pas. Ok, ça, je pense que c'est un bon conseil. Mettre en place des espaces aussi, permettre de garantir du temps pour échanger et partager ses feedbacks et surtout être assez ouvert pour recueillir du feedback. Je pense que ça, c'est un vrai point. C'était la première fois que j'ai fait ce questionnaire, j'ai eu 2-3 réactions qui fait rien que le fait que tu aies posé la question, c'est déjà super, je me sens déjà mieux. Donc si vous êtes un chef d'entreprise, le simple fait de poser la question, est-ce qu'il y a un problème? Vous allez donner, rien qu'en posant la question, vous donnez beaucoup à votre équipe. Parce que vous leur démontrez que c'est un sujet pour vous. Et que le retour, en fait, a de la valeur. Et qu'il va y avoir des actions derrière. Et en plus, c'est pas des actions graves. Il s'agit pas... Sauf s'il y a des faits graves. Là, je parle pas de ça. Je parle de petites choses du quotidien qui peuvent pourrir la vie à long terme. C'est hyper bon. Je pense que c'est des très bons conseils aussi pour les fondateurs. Et ça peut même être d'ailleurs pour les fondatrices, en fait. C'est valable pour tout le monde. Alors moi, je m'adresse aux hommes, parce que j'ai pas de leçons à donner aux femmes, mais c'est valable pour tout le monde, pour tous les managers de façon générale. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Ravie de t'avoir eu sur le podcast. Et encore merci surtout d'avoir osé prendre la parole en tant qu'homme.